marche des institutions provinciales que de ma sécurité personnelle. Merci de tout cœur, honorable Adambou. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, lors de mon passage devant votre auguste assemblée, en date du 18 septembre 2012, j'avais évoqué la situation sécuritaire globale en me focalisant davantage sur la province orientale et l'est du pays. Mais j'avais aussi exprimé toute ma préoccupation au sujet du fonctionnement de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, fonctionnement caractérisé par des soubresauts préjudiciables à la stabilité des institutions dans cette province, et dont l'issue était tributaire des arrêts attendus de la Cour suprême de justice relativement aux requêtes introduites par un membre du bureau qui s'était senti lésé. Depuis lors, l'Assemblée provinciale a fonctionné cas un cas depuis sa réouverture, accompagnée de l'élection d'un nouveau président, sur base d'un arrangement politique qui en appelait toutes les parties à enterrer l'âge de guerre, à se garder de poser des actes qui fâchent. D'ailleurs, la recommandation formulée par la mission conduite par mon vice-ministre désignait même clairement les matières prioritaires susceptibles d'être abordées pour éviter des heurts inutiles et asseoir le fonctionnement des institutions provinciales. Il s'agissait notamment de prioriser l'examen des arriérés parlementaires, de finaliser le vote des édits relatifs au budget, à la passation des marchés, aux nouvelles taxes en rapport avec les concessions forestières, aux indemnités de sortie, et même d'entrevoir la possibilité d'insérer au budget une ligne sur le financement de l'acquisition des véhicules en faveur des députés provinciaux. Force est de constater que du 10 novembre 2012, date de l'élection du président, jusqu'à la date de fermeture par mesure de police prise à l'initiative du Comité provincial de sécurité, l'Assemblée provinciale de l'Équateur s'est occupée de dégommer et de remplacer des membres du bureau, de formuler des motions sans fin à l'endroit de l'exécutif, jusqu'à brandir la motion de défiance contre le gouverneur, laquelle a provoqué la dernière crise. Si les interpellations et les motions à l'endroit des ministres provinciaux se sont soldées par des échauffourées au sein de l'hémicycle et servi de prétexte ou d'occasion pour la fermeture de l'Assemblée, j'ai vite fait d'inviter à Kinshasa le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province. Ils ont répondu promptement à cette invitation, même le président de l'Assemblée provinciale, qui avait auparavant fait semblant de n'avoir pas reçu mon message, l'invitant à venir rencontrer les spécialistes de la cellule technique d'appui à la décentralisation pour le renforcement de ses capacités de gestion. Même lui s'est empressé cette fois-ci de venir solliciter la réouverture de l'Assemblée provinciale. Ce qui, vous en doutez bien, n'a rien à voir avec notre appartenance commune au même parti politique, le PPRD. Dans le souci de relancer les activités de la dite Assemblée dans un climat apaisé, j'ai pris l'initiative d'inviter le gouverneur à demeurer un temps à Kinshasa. Mais c'était sans compter avec l'enthousiasme ardent du bureau de l'Assemblée, qui a profité de ce vide et a vite fait de programmer une motion de défiance à l'encontre du gouverneur. Le jour dit, à savoir le samedi 15 décembre 2012, alors que nous suivions tous religieusement l'important et pathétique discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation, des barricades ont été érigées sur certains tronçons de la ville, Mbandaka était en émoi, seuls les fleuves imperturbables continuaient de couler en toute tranquillité. Soucieux de préserver la paix et de garantir la poursuite et le raffermissement du processus de décentralisation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas manqué de rappeler dans son discours son attachement à cette option fondamentale de notre Constitution et son engagement à l'accompagner avec précaution. Aussi, n'a-t-il pas hésité un seul instant d'ordonner une mission que j'ai conduite dès le lendemain dimanche 16 décembre 2012 avec des élus et des notables ressortissants de l'Équateur ainsi qu'une équipe d'experts de très haut niveau. Il y a eu tellement de suspicions, tellement de susceptibilités
que je n'ai ménagé aucun effort pour donner à la Commission un visage neutre. La mission avait pour objet la gestion de la crise interinstitutionnelle survenue entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. La déclinaison des termes de référence s'est présentée comme suit. S'informer sur les travaux de l'Assemblée provinciale depuis sa réouverture en novembre 2012. Évaluer la qualité des relations entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Établir les responsabilités en rapport avec les incidents survenus à l'Assemblée provinciale et ayant entraîné la suspension des travaux. Établir les responsabilités sur les actes de vandalisme perpétrés dans la ville en rapport avec les incidents survenus à l'Assemblée provinciale. Vérifier les allégations sur l'existence d'une milice. Vérifier l'authenticité des correspondances subversives ayant alimenté la crise interinstitutionnelle. Explorer les pistes de solutions susceptibles de permettre d'arrêter durablement la crise interinstitutionnelle. À cet effet, nous avions prévu des séances de travail notamment avec les comités de sécurité, les bureaux de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, le maire de la ville de Mbandaka, le bourgmestre de Mbandaka, les instances judiciaires, les victimes des actes d'agression, les responsables de partis politiques de la majorité politique et de l'opposition, la société civile, les responsables de médias, les responsables de communautés. Nous avions aussi tenu à formuler 2 recommandations spéciales, à savoir, pas d'incitation de l'opinion à la haine, ni à la violence, ni à la xénophobie, éviter les actes de triomphalisme. C'est fort de cette feuille de route que la délégation s'est envolée vers Mbandaka, où nous avons atterri à 13h30 sous un soleil exceptionnellement clément. J'aimerais en passant saluer les personnalités qui faisaient partie de cette délégation. Les honorables Ipalaka, Lomboto, Mokako, Koloba, Isofale, Mondole, Botakoli, Bompolo, Ngunda. Ngunda n'était pas. Ah, d'accord. C'est un autre Ngunda. Son Excellence, Monsieur le vice-ministre Mangbenou, et évidemment notre vieux et cher aîné Kouaïgalo. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, Auguste Assemblée, vous accepterez que je vous lise les éléments pertinents du rapport synthèse de la mission, rapport qui a au moins le mérite de porter les paraphes et signatures des membres de la délégation, toutes tendances confondues. 1. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai effectué une mission avec des élus de l'Équateur et quelques notables originaires de cette province, accompagnés d'une équipe d'experts, en vue de gérer la crise interinstitutionnelle survenue suite à l'annonce d'une motion de défiance à l'endroit du gouverneur Baende. 2. Cette crise a entraîné des troubles dans la ville de Mbandaka, où des partisans du gouverneur ont érigé des barricades dans les quartiers Air Congo et obstrué la circulation entre l'aéroport et la ville. Il a aussi été signalé des cas d'agression à l'endroit de certains députés provinciaux en date du samedi 15 décembre 2012. 3. Le gouverneur de la province de l'Équateur, en séjour à Kinshasa, a fait le voyage de Mbandaka avec la délégation conduite par le ministre. Sa présence a indisposé certains élus nationaux de la province qui ont décliné l'invitation qui leur avait été adressée. Et pourtant, j'avais estimé tout à fait légitime que le gouverneur, qui avait été appelé en consultation sans avoir été frappé par une quelconque mesure de suspension, soit présent en Mbandaka pour éventuellement répondre des griefs qui étaient mis à sa charge. Ce n'était que justice. 4. À l'arrivée de la délégation, le dimanche 16 décembre 2012, à 13h30, les barricades érigées tôt le matin avaient déjà été enlevées. La délégation a traversé la ville sans accroc
excepté quelques jets de pierre signalés lors du dernier passage du convoi. Ça, nous l'avons appris du notable Koya Diallo. 5. Des séances de travail ont eu lieu avec les comités. Nous l'avons appris du notable Koya Diallo, c'est que personnellement, je n'ai pas été caillassé. Mais j'ai plutôt déploré, c'est que nous avions interdit l'acte de triomphalisme. C'était plein de jeunes avec des branches d'arbres pour l'accueil du gouverneur et j'étais dans son véhicule. J'ai subi malheureusement cet accueil, mais comme c'était un accueil, j'ai dû remercier cette jeunesse. 5. Des séances de travail ont eu lieu avec les comités de sécurité, les bureaux de l'Assemblée provinciale, l'autorité judiciaire et la MONUSCO. Il avait aussi été prévu d'autres rencontres avec des délégations de la société civile, les confessions religieuses, les médias, les victimes des agressions. Ces rencontres n'ont pu avoir lieu à cause de 2 incidents survenus dans la matinée du lundi 17 décembre 2012 et qui ont compromis la suite de la mission. 6. En rapport avec les termes de référence de la mission, j'ai d'abord rappelé la nécessité de préserver la paix, de ne pas ouvrir de nouveaux fronts, de respecter la trêve entre les institutions, puis j'ai soulevé 3 questions lors de rencontres, à savoir: A. Pourquoi y a-t-il des crises à répétition dans la province de l'Équateur? B. Y a-t-il des milices dans la ville de Mbandaka ou dans la province de l'Équateur? C. Y a-t-il risque que la crise ressurgisse? Il est ressorti globalement ce qui suit. Petit a. S'agissant de la crise à répétition, la crise interinstitutionnelle existe bel et bien, et elle serait essentiellement due au manque de cadre de concertation entre les responsables des institutions, aux entraves sur le fonctionnement du législatif du fait de l'immixtion de l'exécutif, à la passivité complice des agents de l'ordre, aux immixtions inconsidérées des politiciens ressortissants de l'Équateur vivant à Kinshasa dans la marche des institutions provinciales, à l'instrumentalisation des médias contre des adversaires politiques, aux irrégularités ayant entaché des changements au bureau de l'Assemblée provinciale, à la non-observance des mesures relatives à la trêve recommandées par le ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des institutions provinciales de la République, à la suspension des libéralités jadis consenties à certains députés provinciaux par le gouverneur de province. Petit b. S'agissant de l'existence de milices, les différents partis politiques disposent des groupes de jeunes et de fanatiques qui se livrent parfois à des actes de vandalisme et à des voies de fait. Ces groupes qui agissent parfois en bande organisée bénéficient de l'encadrement, entre autres, des cadres de partis et de certaines autorités politiques de la province. Mais il n'a pas été signalé des groupes armés proprement dits, ni des cas de meurtre ou d'assassinat, en dépit des tirs sporadiques ou des coups de feu imputés à des agents de l'ordre. L'érection des barricades est un fait nouveau à Mbandaka, qui n'était plus arrivé depuis une quinzaine d'années. S'agissant du risque de résurgence de la crise, tout le monde a reconnu que la crise peut ressurgir, et c'est ce qui est survenu le lundi matin, du fait du non-respect de la trêve d'une part, par les instances judiciaires, et d'autre part par les bureaux de l'Assemblée provinciale. Arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka du 17 décembre 2012. Le président de la Cour d'appel, qui a esquivé la réunion du comité de sécurité de la veille et qui tenait visiblement à en découdre avec son secrétaire qu'il considère être à la solde du bureau de l'Assemblée provinciale, a diligenté les prononcés de l'arrêt relatif à l'irrégularité de la convocation de la plénière du 10 novembre 2012 ayant conduit à l'élection du bureau Ibambe, l'actuel bureau, et provoqué le remplacement du vice-président Richard Mboyo. Quoi qu'inopportun pour la délégation, l'arrêt est conforme à la loi d'après le premier président de la Cour. Il a néanmoins conforté le bureau de l'Assemblée provinciale dans sa décision de déchoir le gouverneur de province. En effet, si la Cour d'appel s'est empressée de prononcer l'arrêt, c'était pour éviter d'être court-circuité par la Cour suprême de justice qui venait de prendre acte de la requête introduite par le bureau de l'Assemblée provinciale. Ce qui a davantage conforté cette dernière, donc l'Assemblée provinciale, à organiser précipitamment le vote de sa motion de défiance.
Motion de défiance contre le gouverneur de province Baende, en date du 17 décembre 2012. Les bureaux de l'Assemblée provinciale, à qui on avait demandé de reporter la plénière problématique en vue de sauvegarder la logique de l'arrangement politique de novembre 2012, a refusé tout contact avec la délégation de Kinshasa dans la matinée du lundi 17 décembre 2012. N'a même pas voulu réceptionner les courriers lui adressés à sa demande pour les reports, pour justifier les reports de cette plénière. La motion a été adoptée en l'absence de la personne incriminée et sans que les personnes extérieures ne puissent observer la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne le quorum, et en faisant fi de la recommandation des reports formulée par le ministre de l'Intérieur et acceptée pourtant par le bureau. L'opération s'est terminée en dehors de l'hémicycle à la suite d'une intervention impromptue des éléments du groupe mobile d'intervention de la PNC. Ils sont allés finir leur vote au bureau administratif. 8. Suspension de la mission. À la suite de ces deux incidents, la mission ne pouvait plus continuer à recevoir les différentes parties prenantes, car la crise venait d'atteindre son comble. Il a alors été convoqué une réunion du comité de sécurité pour tirer les conséquences de cette nouvelle situation et de prendre des dispositions nécessaires en vue de préserver la paix et la sécurité. Toutefois, nous avons tenu à rencontrer les victimes. Nous n'en avons pas vu. Nous avons insisté que les députés qui étaient jugés grièvement blessés nous soient présentés et que nous les prenions avec nous dans l'avion pour l'amener aux soins à Kinshasa. Des arrangements ont été pris avec l'honorable Mokako, qui est médecin et qui a sa polyclinique, pour qu'il soit hébergé et soigné dans cette polyclinique aux frais du ministère de l'Intérieur. J'ai dû attendre 15 minutes à l'aéroport, je n'ai jamais vu ces députés. Hier encore, lors de la séance de signature du rapport, j'ai insisté sur la nécessité et l'urgence de faire venir ces députés. J'ai même remis l'argent à un des députés nationaux qui est proche de ces députés provinciaux. J'ai même confirmé à l'honorable Mokako la disponibilité du ministère de l'Intérieur à prendre en charge ces blessés. J'ai même donné l'argent pour louer une ambulance pour prendre ces députés de l'aéroport samedi à l'hôpital. Nous attendons samedi. Je serai moi-même à l'aéroport pour accueillir ces députés blessés. J'espère que cette fois-ci, il pourra répondre à notre invitation. Donc, tout effort a été fait à ce sujet. Maintien du statu quo à l'exécutif et au bureau de l'Assemblée provinciale. D'après le premier président, l'arrêt de la Cour d'appel a invalidé l'élection du bureau Ibambe et tous les actes posés par son bureau, dont notamment la motion de défiance à l'encontre du gouverneur Baende. Selon lui, la motion de défiance visant le gouverneur Baende a non seulement été entachée d'irrégularité, mais elle est aussi visée à travers les conséquences et retombées de l'arrêt de la Cour d'appel. Et cette appréciation nous a surpris. Nous avons posé la question au gouverneur Baende s'il avait fait une requête au sujet de la motion. Il a dit non, mais nous étions impressionnés par la promptitude et avec laquelle le premier président de la Cour donnait déjà son avis sur la motion. 10 mesures prises. La PNC a été instruite pour préserver la paix et assurer la sécurité avec le concours des FARDC. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions en collaboration avec le commandement général de la PNC pour rapidement au niveau du commandement redonner à cette PNC un visage de neutralité. Une équipe d'experts se rendra bientôt en Mbandaka, c'est le samedi prochain que l'équipe va aller en Mbandaka pour circonscrire avec l'appui de la MONUSCO les phénomènes des groupes qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Parce qu'on nous a parlé de toute cette amalgame d'armes, mais nous avons demandé qu'on nous présente un blessé par balle. Personne n'a été capable de nous présenter un blessé par balle. C'est vrai, honorable Adambo. Il y a eu ces groupes de policiers qui est allé chasser. Nous en avons entendu parler. Nous en avons seulement entendu parler, mais au CAPI, rapporté que c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'ordre. Et ce n'est même pas une invention de l'OCAPI, c'est le ministre de la Communication, le ministre provincial de la Communication qui a déclaré, qui a accepté, affirmé que les policiers sont allés chasser les députés et que c'était sur ordre du ministre de l'Intérieur. Alors que moi j'étais en réunion, je l'ai appris comme tout le monde à la radio. J'ai dû convoquer le bureau de la MONUSCO
Et j'ai dû faire venir l'antenne de Okapi pour faire les démentis. J'ai dit en substance que j'ai préservé les vertus que j'ai apprises de par mon éducation chrétienne et que je ne voulais pas être mêlé à la culture des mensonges. Je l'ai dit avec force sur Okapi parce que c'était faux. J'ai découvert aussi que dans tout ce qu'on a appris quand on était à Kinshasa, il y a beaucoup de mensonges. Mais il y a aussi quelques vérités. C'est pour ça qu'une commission doit descendre pour percer l'énigme de milices ou de groupes armés. C'est important. Comme il n'est plus besoin d'intervenir dans l'autonomie de chaque institution, le bureau de l'Assemblée provinciale répondra de ses actes devant la justice et les prestations de l'exécutif provincial feront l'objet d'une évaluation politique. Ce que nous avons pu obtenir, et c'est une faveur, parce que le premier président de la Cour semblait nous opposer l'article 151, je crois, de la Constitution, nous avons parlé en termes de faveur, pour que le procureur n'exécute pas cet arrêt. Parce qu'il s'est préparé à aller installer l'ancien bureau, qui était chassé à l'unanimité par tous les députés. Vous vous imaginez à quel spectacle on allait à nouveau assister. Nous avons supplié le procureur qu'il marque un temps pour que nous puissions avoir le temps de nous en remettre à la Cour suprême à travers le gouvernement, donc Madame la ministre de la Justice. Et nous avons demandé à Baende de ne pas influencer l'action de la justice à cette fin. Nous avons aussi demandé au bureau de l'Assemblée, l'actuel bureau, d'éviter d'utiliser la pression de la rue pour faire partie le gouverneur. C'est la seule condition qu'on peut observer une petite paix, c'est vous dire que la calmie que nous avons laissée en Mbandaka est précaire. Et je demanderai avec insistance aux tireurs de ficelles, parce que nous avons des preuves, il y en a, mais nous n'allons pas citer de noms ici, d'observer aussi une trêve pour que les populations de Mbandaka puissent avoir une certaine accalmie. Il est déplorable que la logique de positionnement de certains acteurs politiques de la diaspora quinoise, des ressortissants de l'Équateur, instrumentalise tant les institutions provinciales et sème les troubles dans leur fonctionnement. Mais cela n'est pas une spécificité de l'Équateur. Cela se passe malheureusement aussi dans beaucoup d'autres provinces de la République. Et cela sans aucun égard pour la nécessité de préserver la paix et la cohésion en cette période où notre pays est soumis aux affres de la guerre dans l'Est. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, auguste Assemblée, j'aimerais avant de clore mon propos, d'une part, annoncer l'envoi d'une mission en Mbandaka dès ce samedi 22 décembre 2012 en vue de finaliser les enquêtes annoncées et accompagner la stabilisation de la situation en cette période de fin d'année. Et aussi vous informer de l'existence d'un courrier que j'ai adressé à ma collègue en charge de la justice pour lui demander de mettre les procédures judiciaires en phase avec les impératifs de la préservation de la paix publique. D'autre part, solliciter la finalisation du vote de la loi sur la restructuration de la CENI pour nous permettre d'organiser dans les meilleurs délais les élections provinciales qui permettront de mettre fin au déficit de légitimité qui entasse les institutions provinciales issues des élections de 2006. Tels sont les éléments d'information que j'avais à vous livrer, en sachant que la mission a été interrompue, mais qu'elle reprendra bientôt, en vous assurant de la ferme volonté du gouvernement de poursuivre sans désemparer le processus de décentralisation, tout en renouvelant mes remerciements à l'endroit de l'honorable Adamo, qui peut désormais s'assurer que la population de l'Équateur m'a réservé un bon accueil de ma première visite dans cette province. Je terminerai en saluant la Chambre haute pour l'aimable attention qui m'a été accordée. Merci. Honorable sénateur, chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du ministre de l'Intérieur à la suite de la question d'actualité de notre collègue Sébastien Dambou. Monsieur le ministre, nous vous prions avec votre délégation de bien vouloir disposer. Bapengo Zulu Mbuta Yalu Yalu Yano Pesinga Pamambo Pamabua la Nyonso le ministre de l'Intérieur Richard Moyes Mekado Pesa Mbutu na Banduvu la Nyonso ina ya sénateur Adambo Pesa Kayandi ina metadila ba mambo ya imbi zingu ya imbi ya mekota na province ya Équateur kifulu na kati ya gouverneur na ba ministre mpe bureau ya assemblée provinciale na ba député ya kesimba dia kave bemela na Nyonso
nyonso et peut-être là qui vous dit Sénat Honorable sénateur, chers collègues, à présent nous passons au rapport de la commission environnement relatif aux auditions sur la pollution consécutive à l'exploitation pétrolière dans le territoire de Mwanda au Bas-Congo. Concernant ces auditions, je demande au rapporteur de nous donner lecture des articles 183 et 185 de notre règlement intérieur. Honorable Président, les articles 183 et 185 du règlement intérieur du Sénat font partie de la section 4 qui traite de l'audition par les commissions permanentes. Article 183. Les commissions permanentes assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, l'information du Sénat par l'audition de membres du gouvernement, des gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et services publics aux fins de l'exercice du contrôle parlementaire. La demande d'audition est introduite par le président de la Commission auprès du bureau du Sénat qui la transmet aux responsables concernés avec copie pour information à la tutelle ou à la hiérarchie selon les cas. Article 185. Les auditions en commission et les missions d'information donnent lieu aux rapports d'information qui sont distribués aux sénateurs. Ces rapports peuvent être publiés si la commission permanente en fait la demande. Toutefois, par suite d'une pétition, le rapport peut donner lieu à un débat sur décision de la conférence de présidents. Dans ces cas, le débat se déroule selon la procédure prévue pour les questions orales, le président de la commission faisant office d'auteur de la question. Merci, Honorable Président. Merci. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer à la droite de la tribune. Rwanda kana kisalu mingi mpe bovu ya mitangamati e commission ina kopesa rapport ya kisalu nyonso ina na séance première ya Kilumbu Abubu esamna kozaba mbote inki mutindu bau me kuyirika kisalu ina inki bamabanza me basika na kata kisalu ina mpe inki balukano me basika aina metadela kisalu. J'accorde la parole au président de la commission pour son exposé introductif. Président de la commission, Reba Kandinga. L'honorable Moussendou, qui est le président de la commission, va devoir donner l'exposé de son rapport avant qu'il invite Honorable Moussendou, vous avez la parole. Merci. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable sénateur et chers collègues, conformément à l'article 183 du règlement intérieur du Sénat, le bureau de notre Chambre avait confié à la Commission environnement, ressources naturelles et tourisme un mémorandum de l'Alliance Oyo réunissant les autochtones de Mwanda, mémorandum relatif à la pollution consécutive à l'exploitation pétrolière dans le territoire de Mwanda pour une étude approfondie. C'est pour mieux s'imprégner des problèmes environnementaux et sociaux que gérait cette population de Mwanda par rapport à l'exploitation pétrolière que votre commission, fort des dispositions de l'article 184 du règlement intérieur du Sénat, a dépêché un sénateur dans ce territoire. Le sénateur y a mené des investigations
et a ramené quelques images très intéressantes. Sur base de ces premières données, votre commission a opté, en lieu et place de l'enquête sénatoriale sollicitée par l'Alliance Oyo, je disais que votre commission a opté pour des auditions en vue d'amener toutes les parties, à savoir les entreprises pétrolières, la population locale, le gouvernement et le Sénat, sur base des éléments fiables, à échanger et à trouver un modus vivendi entre elles. Ainsi, le 23 et le 30 novembre 2012, votre commission a auditionné successivement les représentants des entreprises pétrolières Perenco et Surestream, les autorités de l'Institut congolais de la conservation de la nature et le ministre des hydrocarbures. Permettez, honorable président, honorable sénateur et chers collègues, que nous vous fassions un bref aperçu de toutes ces auditions et les conclusions auxquelles votre commission est arrivée avant de solliciter une requête assez particulière. Vous comprendrez que, conformément à l'article 185 de notre règlement intérieur, votre commission viendra vous présenter le rapport définitif après la requête qu'elle voudrait vous faire aujourd'hui. Des auditions, honorables sénateurs, les représentants de la Perenco, société pétrolière en exploitation à Moanda, se sont longuement attardés sur les réalisations sociales de leur entreprise en faveur de la communauté locale. Et en effet, notre collègue descendu sur place a pu relever quelques réalisations que nous pourrons mettre sur le compte positif de cette entreprise qui est déjà en extraction du brut. Et ces images, comme vous pouvez le remarquer avec l'autorisation de l'honorable président sur l'écran, ces images montrent très clairement que cette entreprise dont les activités sont à proximité de la communauté, donc on se rend bien compte que les villages et les puits de pétrole cohabitent vraiment côte à côte, et ce cas, c'est le cas d'un puits de pétrole qui est à moins de 500 mètres d'un village. Et dans cet environnement, on peut bien se rendre compte que l'entreprise, en effet, comme elle l'a déclaré, réalise quelques actes sociaux, comme cette école qui a été construite sur financement. Je vous passe le commentaire sur la qualité de l'ouvrage, mais au moins il y a quelque chose. Comme cette ampoule qui grille en pleine journée, donc on comprend très bien qu'il y a une production d'électricité et que cette électricité est distribuée à notre population, mais je pense que la case pouvait être aussi améliorée dans le même programme, mais on n'en est pas encore là. Et malheureusement, du point de vue environnement, ces quelques œuvres semblent être une goutte d'eau dans la mare. Il est cependant estimé, donc l'entreprise estime ne pas être nullement responsable de tous les problèmes environnementaux et sociaux soulevés dans le mémorandum de l'Alliance Oyo. Pour cette entreprise, si les points évoqués étaient fondamentaux, cette alliance d'autochtones s'est trompée cependant sur le vrai auteur et faisait des accusations graves, surtout qu'elles n'étaient pas basées sur une étude scientifique appropriée. C'est ainsi que cette entreprise, pour nous donner preuve de leur respect de l'environnement, elle a pris pour témoin l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, qui selon elle avait un contrat de partenariat pour suivre ses actions en rapport avec l'environnement. Et elle a sollicité que le Sénat puisse venir de lui-même sur terrain pour voir comment elle préservait très bien l'environnement. Ainsi, selon l'entreprise Perenco, s'il s'avérait qu'il existait après cette visite des liens de cause à effet entre les allégations de l'Alliance d'Autochtones et les dommages à l'environnement, cette entreprise s'engagerait à assumer sa responsabilité déclarée à ce moment-là. Là, chers collègues, était l'occasion à la Commission d'exploiter avec l'entreprise Perenco les images prises par le sénateur qui était descendu sur les lieux Soré.
Et de par ces images que nous allons exploiter ensemble, et ces images couplées à des déclarations des uns et des autres, il apparaît très clairement que le problème de pollution dans le territoire de Moanda est une réalité. On constate déjà sur ces images une pollution accrue de l'air par le gaz méthane. On y constate la pollution des eaux continentales et territoriales, la pollution du sol et du sous-sol par enfouissement des déchets et abandon des puits de forage en dehors des normes en la matière. On y constate la dégradation du sol par torchage, ainsi que la menace de la biodiversité. J'aimerais, chers collègues, avec vous, exploiter ces images, autoriser qu'on soit légèrement long là-dessus, mais si on peut revenir sur la première image, sur l'environnement, vous aurez remarqué, oui, si on peut rester sur cette image, vous aurez remarqué, chers collègues, que les arbres, donc la végétation de toute la périphérie, de toute la concession en exploitation à la date d'aujourd'hui, est en train de perdre la qualité des feuilles. Les feuilles se retrouvent pigmentées, donc attaquées par un produit chimique. C'est vrai, les entreprises pétrolières disent qu'il n'y a pas d'étude qui ait confirmé que cela vienne du pétrole. Mais d'ores et déjà, ce phénomène n'existe pas ailleurs, il existe seulement dans cette concession. Si on va plus en détail sur ces feuilles, regardez comment les feuilles sont en train de flétrir. Et même les feuilles qui sont encore vertes, vous pouvez observer comment elles sont piquées. Elles deviennent timidement jaunes et puis après elles sèchent. Et quand on va plus loin, on va se rendre compte que même tous les arbres deviennent chauves, les uns après les autres. Et les arbres fruitiers ne sont pas en reste. Et là, vous avez les... Ce sont les cocotiers. Et je ne crois pas qu'un cocotier dans cet état puisse conduire. Et tout ceci se retrouve être dans les zones où l'extraction pétrolière est en train de se faire. Si on évolue un peu plus, nous nous rendons compte, revenez à l'article, que fort de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, l'article 50 nous dit qu'il était interdit toute activité susceptible de favoriser la pollution, le risque d'érosion et toute autre forme de dégradation des sols ou des sous-sols. Mais les images qui vont suivre nous montrent que l'entreprise pétrolière réalise un torchage du gaz à ras le sol. C'est vrai, l'extraction du pétrole brut se fait avec l'apport d'eau et de gaz. Donc l'eau et le gaz viennent automatiquement avec le pétrole qu'on est en train d'extraire. Mais les techniques existent pour séparer évidemment le brut de l'eau et du gaz. Et il y a des possibilités que ce gaz, qui est une ressource énergétique très importante, puisse être utilisé à d'autres fins, plutôt que être torché. Et même dans le cas où il serait torché plutôt, on le torche en altitude, et non pas à ras le sol. Le torchant à ras le sol, on vit quel phénomène? L'image suivante nous montre comment le sol est en train d'être brûlé. La végétation est en train de partir. Et si on va plus loin, les anciens torchages nous montrent comment le sol est calciné. Nous sommes une nation à vocation agricole. Je ne crois pas que quelqu'un reviendrait un jour cultiver sur ce sol-là qui a été complètement calciné. Et vous pouvez remarquer plus haut en image, il y a une station de pétrole, une unité de pétrole. Donc l'image qui suit nous montre beaucoup mieux comment le sol a perdu toute sa substance végétale. Et vous regardez que même le sol sablonneux qui est légèrement au-dessus de la partie qui a été calcinée, ce sol-là aussi a perdu sa substance végétale. Et nous le remarquons d'ailleurs dans les images qui vont suivre. Du point de vue végétation, regardez qu'est-ce que nous obtenons comme végétation dans les espaces où les points de forage se sont déplacés, où il n'y a plus une contamination directe, mais le couvert végétal ne sait plus revenir.
Même l'herbe est très fine dans les endroits où il y avait des points d'extraction. Les images que nous avons eues nous ont montré aussi que l'article 49 de la loi sur la protection de l'environnement n'était pas du tout respecté. Parce que cet article nous disait excusez-nous, je pense que les services m'ont perdu. Voilà. Cet article nous disait qu'il était interdit tout rejet de déchets ou substances susceptibles de polluer le milieu marin. Donc le milieu marin, tant continental que maritime, était complètement protégé dans notre article, mais dans notre loi. Mais les images qui vont suivre nous montrent d'abord des rejets liquides, des rejets d'effluents liquides dans un cours d'eau. Vous pouvez remarquer qu'il y a une canalisation en avant-plan de cette image, mais à l'arrière-plan de cette image, vous avez une canalisation ouverte, un tuyau ouvert. En fait, c'est un tuyau qui fait des rejets d'eau dans une rivière. Et même ces tuyaux-là qui sont en train de passer au-dessus d'une rivière, si nous voyons l'image qui va suivre, regardez dans quelle qualité certains tuyaux ont été trouvés. Donc c'est tout à fait normal que des fuites provenant de ces tuyaux puissent polluer les eaux de nos rivières. Et évidemment, ces rivières sont utilisées pour la population et les infiltrations vont aller jusqu'à polluer les eaux souterraines. Donc si on continue toujours dans le milieu marin, nous avons remarqué, malheureusement l'image n'est pas très claire, que la qualité des eaux avait pris une certaine couleur d'une part, une couleur brunâtre, donc dans toute la région où il y a cette extraction pétrolière, une couleur brunâtre que plus d'un pourrait lier à la présence de substances pétrolières. Évidemment, il faut des analyses plus approfondies pour prouver que vraiment, dans cette région-là, c'est le pétrole qui vient contaminer toutes nos eaux. Et ça, c'est la position des exploitants pétroliers qui estiment que oui, ce sont des déclarations de bonne foi, mais il n'y a pas de preuves matérielles qui les lient à toute cette pollution. Mais pire encore, dans certains milieux, l'eau prend une substance réellement pétrole. Elle devient lourde, gluante, et vous voyez qu'elle est vraiment liée au brut. Et la conséquence dans ce milieu, c'est le point qui va suivre, et là c'est le même cas, ou même dans des régions qui étaient complètement couvertes par les arbres pour bien protéger ces eaux, mais ces eaux prennent une pollution qui semble être très importante. Et la conséquence est sur les systèmes, sur la biodiversité. Ça, c'est un poisson qui a été pêché là-dedans. Et si vous regardez l'image de très près, les branchies, les branchies sont toutes noires. Si vous allez à Moanda, je ne vous conseille pas de manger le poisson. Et l'image qui suit montre encore un autre, voilà, de plus près maintenant, vous voyez comment les branchies sont toutes noires, et il est difficile de dissocier l'extraction du pétrole de ce phénomène-là. Oui. Du point de vue marin, on a remarqué que les eaux du littoral, au niveau où il y a l'extraction pétrolière, les eaux sont complètement troubles comparées aux eaux qui se retrouveraient dans d'autres zones du littoral. Et d'ailleurs, le ministre que nous avons auditionné en commission nous a déclaré ce qui est à droite. Avant l'exploitation du pétrole, les vagues de l'océan déposaient des poissons sur la plage. Et ça a disparu. Et la population nous déclare qu'elle a besoin d'aller à des dizaines de kilomètres sur l'océan pour aller pêcher à la date d'aujourd'hui. Évidemment, les exploitants pétroliers n'acceptent pas cette version. Ils estiment que les pêcheurs préfèrent aller pêcher à côté des plateformes pétrolières parce qu'ils sont en sécurité. Parce que quand ils sont loin des plateformes pétrolières, il y a risque de dérive. À ce moment-là, ils quittent le territoire national. Et vous vous rendez bien compte que tout cela mérite d'être vérifié. Honorable Président, honorable sénateur et chers collègues, fort malheureusement, malgré toutes ces images, votre commission
a relevé beaucoup de conflits d'intérêts dans le chef de plusieurs acteurs et ces conflits nécessitent aussi clarification. À titre d'exemple, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, invité par votre commission, n'était pas à même de l'aider dans ses investigations, dans la mesure où ses représentants lui ont fourni des documents quelque peu complaisants et semblaient faire plutôt le plaidoyer des pétroliers en lieu et place de celui de la conservation de la nature et de la protection des populations autochtones face aux menaces de l'environnement. Cependant, le ministre des Hydrocarbures, auditionné par votre commission, a estimé pour sa part que les préoccupations soulevées par l'Alliance des Autochtones méritaient d'être prises en considération. Il a souligné que suite à de nombreuses plaintes qu'il avait lui aussi reçues au sujet des activités liées à l'exploitation du pétrole à Moanda, il a dernièrement effectué une visite dans cette partie de la République. Et si de manière générale il était satisfait des activités des sociétés pétrolières, il avait néanmoins constaté des atteintes à l'environnement assez inquiétantes. À titre illustratif, selon le ministre, outre le dépôt sur le littoral de poissons par les vagues de l'océan, la dégradation du paysage, l'apparition d'érosions et des éboulements, ainsi que la baisse de la productivité du sol à cause du torchage est un phénomène qui l'inquiète. Votre commission a auditionné une deuxième entreprise, la Surestream. Cette société est encore en phase d'exploration et n'a pas encore entamé la production suite au non-renouvellement du permis en dépit de prescrits des accords qui la lient à l'État congolais. Ainsi, votre commission lui a rappelé les dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement afin qu'elle s'y conforme au moment où elle entrera en production. Ayant constaté que Surestream n'était pas concernée par la pollution et que la société était plutôt pénalisée suite au non-renouvellement de son permis, les membres de la commission ont envisagé d'approfondir la question avec le ministre des Hydrocarbures. Ce dernier a informé votre commission que le non-renouvellement était dû principalement au calcul de la plus-value. En effet, après la période d'exploration, Surestream avait ouvert son capital social à 3 nouveaux actionnaires, à savoir Eni, Glencore et Ibox. Le montant de cession des parts sociales restant, inconnu d'une part, les 3 actionnaires prétendant n'avoir remboursé que les dépenses effectuées par Surestream d'autre part, l'État congolais a du mal à cette date à évaluer les investissements sociaux tels que la construction des écoles, des centres de santé, des routes, des dessertes agricoles, etc. Il revient donc, selon le ministre, à Surestream de convaincre la RDC et de payer, le cas échéant, les droits lui reconnus. Après toutes ces auditions, votre commission s'est fait un avis. Le premier avis est relatif à la pollution. À date, il est difficile d'entrevoir qu'une société utilisant des capitaux publics puisse ignorer les règles en matière d'environnement sans qu'il n'y ait une réaction de ses financiers. Votre commission a donc besoin d'approfondir son investigation avant de venir vers vous avec un rapport final. Quant au dossier relatif à la plus-value de Surestream, il apparaît que les associés originels de Surestream auraient joui d'un paiement à la cession des parts. Cependant, Surestream est opérationnel dans un contrat de partage de production dans lequel Cohydro est porté. La commission ne s'explique pas comment Cohydro, qui représente l'État et qui est partie prenante dans cette gestion, ne soit pas à même d'informer utilement le gouvernement sur la plus-value éventuellement réalisée. Votre commission, là aussi, souhaite poursuivre ce dossier